Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la Tribune Afrique pour cette nouvelle émission live en partenariat avec l'agence 35 degrés Nord. Vous avez été nombreux lors de la première émission puisque nous étions plus de 30 000 participants et nous espérons que le thème de cette émission vous intéressera également. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la question du numérique pour une émission en partenariat avec Huawei, car nous avons tous conscience que le Covid a été une sorte d'amplificateur des solutions numériques dans le monde et sur le continent, et ce, dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Bien sûr, la santé, mais également l'enseignement à distance, le télétravail, nos loisirs, tout ça a globalement un impact positif, mais il ne faut pas oublier la part sombre, la question des fake news, la question de la cybercriminalité, la question des libertés publiques et plus globalement la question de la fracture numérique très présente sur le continent qui fait un continent à deux vitesses. Voilà les questions que nous allons nous poser avec les invités aujourd'hui, que je remercie. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mai 2020 et dans bon nombre de pays, à la fois sur le continent et dans le monde entier, le déconfinement a commencé. Ce déconfinement, en fait, c'est le début du monde d'après. Nous allons donc nous poser la question de savoir si cette sortie de crise peut être le moment de l'accélération du développement numérique sur le continent et de sa souveraineté dans le domaine. Voilà un peu les questions que nous allons nous poser et je vais laisser la parole à Romain Grandjean de l'agence 35 Nord qui va vous présenter nos invités et ensuite Marie-France Réveillard, journaliste de la Tribune Afrique, animera le débat. Romain, c'est à toi. Merci Delphine, merci pour cette introduction. On regrette déjà les trophées de chasse qui vous surveillaient lors du premier épisode. C'est plus sobre. Degrés Nord est très heureuse de participer à cette deuxième édition de ce live en collaboration avec vous, la Tribune Afrique. On en a tellement parlé de cet écosystème digital en Afrique, de ces incubateurs, de ces startups, de cette medtech, sentech, edutech, fintech. Tous étaient sur le point de composer l'Afrique de demain. Sauf que là, on est aujourd'hui et personne ne l'avait prévu, c'est aujourd'hui. Télétravail, bande passante suffisante, cybersécurité, souveraineté numérique, hacking, demandez à Tidjane Thiam ce qu'il en pense aujourd'hui même, plan de transformation digitale. La planète tech en Afrique a-t-elle été au rendez-vous de son histoire? Doit-elle se débattre pour s'en sortir? Doit-elle attendre l'impulsion des pouvoirs publics? N'est-ce pas le bon moment, vous l'avez dit Delphine, pour accélérer? Et le rôle des grands groupes dans tout ça. Pour en parler aujourd'hui, un plateau assez exceptionnel, 2 femmes, 2 hommes, ce sont tous et toutes des doers, des gens aux commandes de groupes de 25 à 20 000 personnes en Afrique. Bonjour Philippe Hwang et merci de votre présence depuis Tunis. Vous êtes le vice-président exécutif de Huawei pour la région nord de l'Afrique. Huawei est un géant mondial, 110 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 90 000 employés et une présence en Afrique depuis plus de 20 ans. J'ajoute que la zone que vous dirigez couvre 28 pays et génère un chiffre d'affaires en Afrique de plus de 5 milliards d'euros. Bonjour Elisabeth Moreno, merci d'être avec nous depuis Johannesburg. Vous êtes la directrice pour l'Afrique de HP, un géant américain qui pèse plus de 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. Vous avez été entrepreneur, vous êtes passé dans le monde d'avant chez France Télécom, c'était vraiment le monde d'avant, puis Dell, puis Lenovo, et vous pilotez maintenant la stratégie du groupe HP en Afrique depuis 2019. HP en Afrique, c'est 400 collaborateurs et collaboratrices actuellement. Bonjour Cédric Atangana, vous êtes à Marseille, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ingénieur, vous êtes entrepreneur, fondateur d'Infinity Space, une start-up qui a pour promesse, je vous cite, de rendre possible l'impossible. Alors, pas de grands mots ici aussi. J'en veux pour preuve le succès continental de votre solution WeCashUp, extrêmement utilisée dans les rues de Douala ou encore Nairobi. Enfin, bonjour Elisabeth Médou, merci de nous consacrer du temps depuis Casablanca, où vous êtes cet après-midi. Vous êtes directrice de zone et porte-parole d'Orange Afrique et Moyen-Orient. Votre zone couvre 18 pays, dont 17 sont sur le continent, un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros et plus de 18 000 employés. On a hâte de vous entendre sur le rôle des opérateurs telco dans le monde d'après. À vous 4, on accumule tout simplement plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Afrique, plusieurs dizaines, j'ai fait le compte, dizaines de millions de clients sur le continent, plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs et de collaboratrices
tout simplement. Ce qui vous donne une idée de la pression qui repose sur les épaules de Marie-France Réveillard, journaliste à la Tribune Afrique, qui va piloter ces échanges. Je serai là pour la seconder. Je vous rappelle le hashtag qui vous permettra de poser des questions à chacun de nos intervenants, hashtag ConnectLive. Le fil des questions est ouvert. Marie-France, à vous de jouer. Vous avez les commandes de ce panel très impressionnant. Merci Romain. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette seconde webconférence qui, comme vous l'avez compris, sera entièrement consacrée aux acteurs du numérique et en particulier des télécommunications sur le continent. Donc, pour rappel, aujourd'hui, le coronavirus, c'est un peu plus de 3,6 millions de cas confirmés dans le monde. Seulement 1,2% des cas confirmés sont en Afrique. Donc, à date, on est encore loin des perspectives assez alarmistes qui nous avaient été annoncées il y a quelques semaines par un certain nombre d'observateurs internationaux. Cela étant, l'Afrique est loin d'être à l'abri de tout risque de recrudescence de cette pandémie. Et pendant cette période particulière, les acteurs de l'économie numérique jouent un rôle central à peu près tous les niveaux, que ce soit en termes de e-santé, de télétravail, d'achat de première nécessité. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de voir justement avec les représentants de cette économie numérique et des télécommunications en Afrique, comment est-ce qu'ils font face à cette pandémie, comment est-ce qu'ils ont ils ont été obligés de revoir leur stratégie et de quelle façon finalement cette pandémie de coronavirus pourrait-elle devenir à terme un accélérateur de digitalisation du continent. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc avec Monsieur Wang. Bonjour, Monsieur Wang. Bonjour. Alors, comme l'a rappelé Romain, vous représentez donc Huawei pour le nord de l'Afrique, on va dire le nord de l'Équateur. Huawei, vous êtes présent aujourd'hui dans une quarantaine de pays. Vous avez développé un certain nombre d'activités multiples et variées sur le continent. Vous déployez massivement la 4G, maintenant la 5G. Vous avez construit des data centers, vous avez aussi vendu un certain nombre d'équipements en télésurveillance. Donc, autant dire que vous êtes vraiment très, très bien implanté sur le continent. Monsieur Wang, quels sont les premiers impacts mesurés au sein du groupe et en particulier dans votre zone? D'accord. Notre groupe est entré en Afrique depuis 1997, comme vous disiez, et nous sommes présents carrément dans tous les pays dans ce continent. Dans ce continent, c'est très attaché à notre stratégie. Et pendant cette période-là, on avait une période très difficile à surmonter. Pourquoi? Parce que tout d'abord, d'un point de vue interne, nous avons dû nous adapter aux nouveaux usages liés au travail, parce que la protection de la santé de nos personnels, c'est la priorité. Et mise en place d'une communication interne pour les gestes barrières, communication régulière à l'ensemble de nos collaborateurs sur l'évolution de la situation, télétravail généralisé, vidéoconférence pour toutes nos réunions internes avec nos partenaires et clients. Et tout ça, ça rend notre travail quotidien plus compliqué. Parce que pendant cette période-là, la consommation de la data et la demande des services digitaux sont bien augmentées. Donc, nous sommes plus sollicités par rapport à avant. Mais avec toutes ces mesures préventives des barrières, ça nous rend notre travail un peu plus compliqué à gérer. Mais en plus, il faut qu'on trouve une balance entre le protéger et bien assurer le réseau. Parce que notre vocation ne s'arrête pas là. Nous avons une mission d'intérêt commun pour l'ensemble du continent, pour garantir la fluidité et la qualité du réseau, répondre à la demande de solutions digitales de nos clients et de nos partenaires. Cela demande une mobilisation forte de l'ensemble de nos équipes. Donc, c'est dans ce sens-là. Il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. Mais on a travaillé massivement avec nos partenaires pour surmonter cette difficulté. Et pour moi, cette crise nous demande donc une mobilisation et une vigilance accrue. Nous devons répondre à la demande de réseau créée par cette crise sanitaire
tout en garantissant de son bon fonctionnement. Mais et grâce à notre savoir-faire cumulé depuis 20 ans pour ce continent, nous avons su proposer des solutions préventives pour gérer la fluidité de notre réseau. En Afrique comme à l'international, nous assurons la continuité de nos services et accompagnons nos clients, les gouvernements, nos partenaires, devant disposer des outils techniques fiables et performants pour faire face à cette sortie de crise ensemble. D'accord, très bien, Monsieur Wang. Je poserai la même question à Elisabeth Moreno. Donc, vous êtes, comme l'a rappelé Romain, à la tête de HP en Afrique. Le groupe est très, très bien implanté sur le continent, puisqu'aujourd'hui, un ordinateur sur 3 qui est vendu sur le continent serait un HP. C'est bien ça, Madame Moreno. Vous avez des hubs répartis à Tunis, à Lagos, à Cape Town, à Johannesburg. Bon, pour vous, le continent, pour le groupe HP, le continent africain est vraiment très important en termes stratégiques. Comment est-ce que vous faites face à l'arrivée de cette pandémie sur le continent? Est-ce que vous avez mis en place d'ores et déjà un plan d'action, un plan d'urgence? Absolument. Bonjour. D'abord, bonjour à tous et merci à la Tribune et à 35 degrés Nord de mettre notre beau continent en lumière, même si c'est malheureusement sur une situation qui nous dépasse un peu tous. Et vous savez, pour des entreprises comme les nôtres qui sont habituées à anticiper, planifier, analyser et contrôler, cette pandémie a fait l'effet d'une douche froide. D'abord par l'ampleur de la crise, les incertitudes qui l'entouraient et la complexité qu'elle a générée. Ensuite, d'un point de vue humain, parce qu'il a fallu gérer un niveau d'anxiété de nos salariés par rapport à leur santé et à celle de leur famille que nous n'avions jamais connu auparavant. Également, la situation de nos clients qui ont dû trouver des solutions d'urgence pour maintenir tant bien que mal leur activité à flot, et enfin pour nos partenaires dont la plupart ont dû fermer du jour au lendemain. Alors, après, il y a eu la gestion de nos propres activités, la production, l'acheminement et la distribution des matériels. Et à cela est venu progressivement s'ajouter la fermeture des frontières et le confinement total dans certains pays. Alors, le paradoxe de tout ça, c'est que le confinement a généré beaucoup de demandes de matériel informatique et de systèmes d'impression pour pouvoir travailler et étudier à distance, mais que du fait du confinement, nous ne pouvions pas toujours servir tout le monde. D'abord parce que les aéroports étaient fermés, ensuite parce que la plupart des gens ne pouvaient pas quitter leur domicile. Donc, ça a été quand même un moment important et où, évidemment, nous avons mis en place les situations d'urgence. La chance que nous avons, c'est que HP a construit au fil du temps l'un des plus grands réseaux de distribution sur le continent, parce que nous, pour le coup, on est présent dans tous les pays d'Afrique, parce que tout le monde a besoin d'un ordinateur ou d'une imprimante pour travailler. Nous avons aujourd'hui un réseau de plus de 10 000 revendeurs qui recouvrent l'ensemble du territoire. Et nous avons pu évidemment compter sur les stocks de ces distributeurs pour servir tous les secteurs critiques liés à la santé, à l'éducation, au retail et tous les établissements publics et privés considérés comme essentiels pour continuer à faire fonctionner le pays. Et là aussi, il a fallu mettre en place un plan d'accompagnement de nos partenaires qui sont généralement des TPE, des très petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises et qui représentent plus de 85% des entreprises sur le continent et qui ont pris cette crise de plein fouet parce qu'en général, ils ont des fonds de roulement limités, ils ont des délais de paiement des secteurs privés et publics beaucoup plus longs et ils doivent avoir recours à des financements bancaires qui sont généralement plus compliqués. Donc, en ce moment, nous préparons le plan de reprise d'activité post-Covid avec de multiples scénarios et je crois que je n'ai de ma carrière jamais construit autant de scénarios en ne sachant absolument pas si un d'entre eux sera solide. Mais c'est vrai qu'en fonction de la forme que prendra cette pandémie, selon, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, en Afrique, elle est aujourd'hui encore un peu limitée, mais selon qu'elle ressemble à un L, un U, un V ou un W, la reprise n'aura absolument pas le même visage. Et je crois bien que c'est bien la première fois de ma carrière que j'ai autant l'impression de piloter à vue. Et bien sûr, nous nous préparons à des conséquences sanitaires graves et importantes, sociales, économiques, mais l'être humain,
c'est faire preuve de résilience. Et on le voit depuis le début de cette crise. Et je crois à la force de l'intelligence collective pour nous aider à traverser cette tempête. Et la bonne nouvelle, c'est que nous disposons de toutes les ressources humaines et technologiques pour résoudre ces grands défis qui nous attendent. Très bien, merci. Alors bon, on voit que là, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes tous azimuts en sachant quel scénario serait le plus probable d'aboutir. Est-ce que c'est le branle-bas de combat également, Madame Medou Badang, au niveau de Orange? Vous vous attendez à tout? Quelle est votre stratégie mise en place pendant cette période un peu particulière? Alors déjà, nous, sur Orange Middle East et Africa, nous couvrons 18 pays qui ont eu des réalités très, très différentes. Les premiers cas ont été détectés dans les premiers pays au mois de février et dans les derniers pays à la fin du mois de mars. Donc, on était vraiment dans une phase avec des réalités qui étaient très différentes d'un pays à l'autre. Et très, très rapidement, l'ensemble de nos pays, y compris ceux qui n'étaient pas touchés, se sont organisés pour gérer cette crise parce qu'on était convaincus qu'elle allait finir par arriver. Donc, nous sommes organisés de manière à remplir deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'était assurer la sécurité sanitaire de nos équipes, de nos clients, des équipes de nos partenaires qui travaillent avec nous. Ça, c'était le premier objectif fondamental. Le second objectif, c'était garantir autant que possible la continuité d'activité pour nos clients, d'assurer la continuité de nos services. Donc, la plupart de nos pays ont fait preuve d'une agilité incroyable. Le télétravail dans nos géographies, voilà, c'est un concept, c'était jusque-là un concept intellectuel. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 50% de nos équipes qui sont en télétravail. Certaines activités comme la supervision du réseau, comme un certain nombre d'interventions sur le réseau, on n'aurait pas pu imaginer encore il y a un mois, elles pourraient être faites à distance et c'est le cas aujourd'hui dans la plupart de nos pays. Donc, cette organisation avec nos partenaires, dont l'un d'entre eux est sur le panel, nous a permis d'assurer la résilience de nos réseaux, nous a permis de gérer les augmentations de trafic importantes qu'on a pu percevoir parce que les clients étant dans la même situation avec les mesures qui ont été prises dans la plupart des pays, on a vu se développer des besoins de télétravail partout, des besoins de connexion Internet à domicile, une augmentation significative de tout trafic Internet, que ce soit sur le mobile, avec des pics allant jusqu'à 60% dans certains pays, ou le fixe, notamment dans les pays de la zone de la métropole. Tous les investissements que nous avons faits dans le réseau jusque-là, parce que c'est vrai que pour nous, la qualité de réseau, c'est vraiment un actif fondamental. Donc, nous investissons à peu près 1 milliard chaque année dans le réseau et ces investissements nous ont permis de gérer cet afflux de trafic supplémentaire et d'assurer la continuité de nos activités. Nous nous sommes organisés par ailleurs avec nos réseaux de distribution. Il faut savoir que nous avons à peu près 900 000 points de vente dans les différents pays. Et nous nous sommes organisés, et comme le disait Elisabeth Moreno tout à l'heure, souvent les délais de réapprovisionnement sont, si ce n'est pas quotidien, c'est tous les 2-3 jours. Donc nous avons fait l'effort de mettre à disposition de notre réseau de distribution de quoi alimenter le marché de façon permanente. Donc on a réussi pendant toute cette période à alimenter le marché, que ce soit en rechargement ou en unité de monnaie électronique, sur le mobile money notamment. Donc, nous avons vu une grosse croissance des usages. Voilà, on a fait en sorte de maintenir nos activités coûte que coûte. Nous avons également été très proches des gouvernements, de manière à ce que nos activités soient considérées comme essentielles. Nous savions qu'elles étaient essentielles à la vie des gens, hein, que ce soit les entreprises pour continuer à travailler, que ce soit les familles pour rester en contact les unes avec les autres, que ce soit les gens pour simplement gérer ces contraintes de mobilité. Ben, nous étions conscients de la criticité de nos activités.
les gouvernants l'ont intégré et systématiquement, dans la plupart des cas, nous avons pu bénéficier de souplesses qui ont permis la mobilité de nos équipes quand c'était nécessaire, l'ouverture d'un certain nombre de nos boutiques et y compris des points de vente de nos partenaires. Donc, c'est une période qui est encore intense, hein, parce que autant on a un certain nombre de pays qui commencent à sortir du confinement, autant il y en a d'autres qui sont à peine un mois après le démarrage de la propagation de la pandémie, même si on observe partout qu'elle est beaucoup plus contenue qu'on aurait pu imaginer. Mais pendant qu'on gère cette période, évidemment, on regarde ce qui va se passer ensuite. On regarde comment tirer tous les enseignements de cette crise, comment faire en sorte que le digital, qui montre aujourd'hui ses vertus, devienne de plus en plus un vecteur de développement économique et social dans l'ensemble de nos pays. Alors, on viendra justement à cette dimension-là en fin de débat. Je rappelle quand même qu'Orange est le 3e opérateur sur le continent, leader dans 7 pays africains avec plus de 121 millions d'utilisateurs, si je ne m'abuse. 123 millions. Ah voilà, ça a encore augmenté. Depuis, on va réajuster les chiffres. Monsieur Atangana, alors aujourd'hui, vous représentez les startups africaines. On est ravis de vous avoir. On sait que pour vous, ça a été assez compliqué. La situation est compliquée depuis le confinement, c'est-à-dire depuis le début du mois de mars. Comment est-ce que vous affrontez cette pandémie et qu'est-ce que vous observez aussi au sein de l'écosystème tech africain, Monsieur Atangana? Alors déjà, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci à 35 Degrés Nord et à la Tribune Afrique de nous donner l'opportunité de nous exprimer ici. Parce que, voilà, comme on disait, la situation de crise aujourd'hui, elle n'a pas que les aspects négatifs, elle a aussi les aspects positifs qui ont fait en sorte qu'on puisse se parler aujourd'hui. Donc, voilà, moi, je suis à la tête de Infinity Space, qui est une jeune entreprise innovante qui est née, comme j'aime toujours le dire, qui est née à Douala, au Cameroun, qui a grandi à Nairobi, au Kenya, et qui aujourd'hui est basée à Marseille. Et Marseille, pour nous, c'est une ville très stratégique parce que c'est où l'Europe rencontre l'Afrique. C'est où l'Europe finit et où l'Afrique commence. Donc, on a la chance d'être ici. On a une équipe de 25 personnes. Une équipe très multiculturelle. On vient de plus de 15 pays différents sur 4 continents. Donc, from scratch, depuis le début, on est habitué à faire face à des situations, je veux dire, pas communes. On a l'habitude de s'adapter aux évolutions de notre environnement, la composition de nos équipes qui sont asiatiques, européennes, africaines, américaines, etc. Donc, on a l'habitude un peu de faire face à ce type de situation-là. On a une équipe composée voilà, de jeunes hommes et de femmes, surtout les femmes. Chez nous, les femmes ont le pouvoir et ça se voit encore plus pendant cette période où le leadership de ces personnes-là a réussi à nous amener à naviguer à travers la situation actuelle. Alors, comme je disais, la situation actuelle n'a pas que des effets négatifs. Bon, il y en a quelques-uns parce que même nous, voilà, comme Elisabeth Moreno disait, on ne savait pas qu'on avait la capacité de pouvoir faire ce qu'on fait, mais dans les conditions dans lesquelles on les fait aujourd'hui. On ne savait pas que ne pas se voir pendant 2 mois pourrait ne pas avoir d'impact sur notre business. On ne savait pas que le fait d'être à distance avec les équipes à Marseille, d'autres à Douala, d'autres à Abidjan, que ça pourrait plutôt booster notre productivité. Donc, pour moi, le feedback que je pourrais faire ici par rapport à l'impact de la situation du Covid, c'est que pour nous, c'est la plus belle des opportunités qui aurait pu nous arriver. Parce que, alors, je crois que vous êtes quand même très optimiste, Monsieur Atangana, parce que malgré tout, les activités ont dû être arrêtées. Il y a une partie des effectifs qui sont au chômage technique. Donc, vous avez un bel optimiste. Alors, justement, je suis très optimiste parce que aujourd'hui, je veux dire, on a fait appel, on a utilisé le dispositif de chômage partiel qui a été mis en place par le gouvernement français ici. Donc, il y a une petite partie de notre équipe
qui est en chômage partiel et le reste est à 100% en télétravail. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le niveau de productivité qu'on a réussi à atteindre est extraordinaire. It's mind-blowing parce qu'on a réussi aujourd'hui à construire, je reviendrai dessus plus tard, WeCare Hub, qui est une plateforme médicale. On n'a pas, à titre personnel, moi, je n'ai pas la légitimité de parler des aspects médicaux parce que je suis ingénieur industriel à la base. Mais aujourd'hui, en 21 jours seulement, on a réussi à construire une plateforme qui est déjà déployée dans 5 gouvernements sur le continent. Alors, on va y venir assez rapidement. Là, j'aimerais peut-être on avance un petit peu. Peut-être, Romain, une première réaction du côté des internautes. Bon, il y a beaucoup de réactions sur le fait que chez vous, Cédric, ce sont les femmes qui ont le pouvoir, notamment un commentaire de Elisabeth M. de Johannesburg qui nous dit qu'elle applaudit ceci. Autre question qui nous revient de la part des internautes sur le hashtag Connect Live. Quelles sont les actions que vous avez mises en place, Philippe Wang, chez Huawei pour lutter contre la pandémie? Vous avez parlé des barrières et des mesures sanitaires. J'imagine que ça, c'est quasiment évident. Mais comment on fait pour aller plus loin? Comment on fait pour passer l'accélération et penser à demain? D'accord. Tout à l'heure, c'est plutôt, j'ai parlé des dispositifs qu'on a mis en place pour nos 9000 employés qui travaillent pour ce continent, dont 75% sont des locaux. Hein. Et nous, on a travaillé au plusieurs niveaux. Donc, tout d'abord, on va essayer de maintenir la qualité du réseau en Afrique avec nos partenaires, les opérateurs. Ça, c'est notre devoir naturel parce que ça, c'est notre cœur de métier. Donc, ça, Elisabeth a bien expliqué. Donc, ça, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Je vais juste souligner un point. C'est pendant cette période-là, pour maintenir la fluidité du réseau, c'est un challenge. C'est un challenge. Parce que pendant le temps de confinement, d'un côté, on est plus difficile à sortir, plus compliqué à s'organiser pour maintenir le réseau et en plus, c'est plus risqué. Donc le rythme, c'est bien ralenti et le coût, c'est beaucoup plus coûteux. Mais nous avons trouvé des résolutions avec nos partenaires pour y arriver. Donc, sur ce point-là, donc ça, c'est pas trop visible parce que ça, c'est l'infrastructure. Mais tous nos travaux rendus, ça vous rend une expérience, une belle expérience aux clients finaux. Vous auriez une expérience comparable auparavant, même avec une consommation beaucoup plus grande. Voilà, quand vous êtes confiné chez vous. Donc ça, c'est un point. Mais deuxième point, c'est on va essayer de maintenir l'économie, l'activité économique, pour maintenir la connectivité. Ça, c'est très important. Parce que pendant le confinement, ça veut dire que tout est arrêté. Mais tout ce qu'on a des moyens digitaux pour maintenir la connectivité. Je vous donne un exemple. C'est pour accompagner les nouveaux usages de travail. On a mis en place des systèmes de vidéoconférence avec Huawei. Il a des avantages plus stables avec haute définition, plus de fonctionnalités, plus sécurisé en termes d'information. Et nous, on a travaillé vite avec des partenaires, avec des gouvernements dans une dizaine de pays dans ma région, tels que Maroc, Tunisie, Algérie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger, Mali, etc. Nous travaillons ensemble avec le gouvernement marocain pour la mise en place d'un système de communication à distance entre différents départements et les intervenants des institutions publiques à travers la technologie de téléconférence pour assurer une continuité, pour assurer, même pendant le confinement, la gestion est sous contrôle et les informations sont remontées, sont regroupées et analysées pour mieux rendre une décision administrative. Ça, c'est ce qu'on a fait c'est juste un cas pour maintenir l'activité économique. Mais on ne s'arrête pas là. Même pour le e-santé, c'était évoqué auparavant. Nous, on a travaillé avec le département de la santé pour l'accès à une plateforme d'intelligence artificielle de Huawei, afin d'accélérer la phase de diagnostic des malades, tout en respectant les données personnelles. Ça veut dire, je vous donne un cas concret aussi, en utilisant notre plateforme intelligence artificielle, ça peut accélérer, ça peut raccourcir le temps de diagnostic. Le CT
city, des images. Au lieu d'une analyse en général, c'est en moyenne, c'est 60 minutes. On peut raccourcir à 2 à 8 minutes. Ce délai, ça gagne. C'est pas juste un délai gagné, c'est sauver la vie. Voilà, pour des vies sauvées. Et, ça peut vraiment aider les gens dans cette situation difficile. Hein. On a déjà mis en place ça avec Maroc, CHU Casablanca au Maroc. Et au Gabon, c'est le deuxième pays africain à bénéficier de la solution. C'est l'hôpital public de Libreville. Voilà. Oui. Voilà. Et puis, troisièmement, nous, on a encore proposé dans le domaine de l'éducation. Ça, on considère que c'est fondamental, c'est capital pour notre futur. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas arrêter l'éducation. Donc, Huawei nous a rapidement lancé un programme Learning Never Stops avec le Huawei ICT Academy au monde entier. Environ plus de 300 universités sont regroupées sous ce programme-là, et pour assurer la continuité de l'éducation à travers une formation en ligne. Je vous explique très vite les bénéfices de ce programme. Ça, c'est un partenariat stratégique entre le groupe et les universités d'enseignement supérieur privées et publiques. Création d'une plateforme en ligne. Pour accompagner les formations en ligne, Huawei, nous avons alloué très vite un budget, c'était en mars, hein, un budget, une enveloppe de 5 millions de dollars pour des courses en ligne, formations en ligne et des expériences assurées en ligne. Donc, nous, avec ce programme, on a accéléré le développement des courses sur notre plateforme ouverte. On a mis 130 sources MOOC sur l'intelligence, par exemple, sur l'intelligence artificielle, le big data, 5G, IoT, et tout ça, les courses pour les gens qui puissent suivre leurs études pendant cette période. Voilà. Alors, et ça, c'était une plateforme qui existait, qui avait été déjà conçue avant l'arrivée de la pandémie, voilà, mais qui fait encore plus sens pendant cette période de crise sanitaire. Bien ça. On a utilisé notre plateforme déjà existée, mais nous, on a investi plus, on donne plus d'accès gratuit. Ça veut dire tous ces courses sont à la disposition de tous. Tous les étudiants, s'ils les souhaitent aller suivre les courses, maintenant, l'accès est gratuit. Voilà. En plus, on a mis plus de ressources, plus de cours en ligne pour les étudiants. Au lieu de 30, on a mis 130. Donc, c'est vraiment un investissement. En plus, notre but, c'est à la fin d'année, on va former plus de 50 000 étudiants selon notre programme à la fin d'année. Voilà. Et voilà. Pour ce continent-là, un cas concret au Sénégal. Le projet a mis en ligne avec 8 universités signé une convention avec Huawei pour Huawei Academy. Plus de 300 étudiants dans une semaine sont déjà inscrits aux formations. Une fois terminé, nous allons organiser des examens de certificats en ligne pour eux. Avec ces certificats-là, ils vont bénéficier d'un outil plus facile, accès au marché du travail, soit de créer leur propre start-up dans le futur. Donc ça, c'est les différents niveaux. On a mis des actions concrètes pour soutenir notre continent, pour essayer de relancer le plus vite après, ou pendant et après cette période difficile. D'accord. Donc et là, vous avez vraiment mis une grosse priorité sur l'e-éducation, l'e-gov également de façon transversale. Santé et éducation. Bien évidemment, il ne faut pas oublier, nous assurons la fluidité de réseau avec nos partenaires. Voilà, ça c'est notre métier de base. Bien donc, sûr. Pas trop évoquer là-dessus. Merci. Très bien. Moi, j'aimerais me tourner vers Madame Moreno parce que
Ça fait quand même plus d'une décennie qu'on nous parle d'un leapfrog technologique attendu en Afrique. Donc, on prend le sempiternel exemple kényan de la réussite du mobile money à travers M-Pesa. Mais bon, on est quand même loin du tout digital en Afrique, sur un continent où il y a à peu près 30% de connectivité à la louche. La question est la suivante. Est-ce que cette pandémie n'a pas révélé aussi une certaine fracture numérique à l'échelle internationale, Elisabeth Moreno? C'est une très bonne question, Marie-France. C'est une très bonne question et qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Mais avant d'y répondre, je voudrais revenir sur ce que Philippe a dit et je trouve assez remarquable la manière dont les multinationales, quelles qu'elles soient et sur tous les continents, contribuent avec leurs moyens, avec leur expertise et avec leur capacité à répondre à cette crise et à aider là où elles peuvent. Je trouve que les exemples que Philippe vient de citer sont remarquables. Nous, chez HP, on est une compagnie qui fabrique du matériel. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de demandes que nous avons reçues parce que, évidemment, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur, tout le monde n'a pas les moyens d'étudier à la maison et on a eu énormément de demandes. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout, mais on a décidé de faire un fonds de dotation de 8 millions de dollars, justement pour pouvoir répondre sur tous les continents, puisque nous travaillons sur tous les continents, et faire des donations un peu partout. Et moi, j'ai essayé d'être la plus juste possible par rapport au continent. On a évidemment utilisé nos imprimantes 3D pour fabriquer tous les matériels de protection pour aider les gens qui travaillent dans le secteur médical. Vous savez que l'Afrique est l'un des continents qui a le plus de maladies, mais qui a le moins de médecins au kilomètre carré. Alors, si en plus, le peu de médecins qu'on a tombent malades parce qu'ils ne sont pas équipés, ça serait juste une catastrophe. Et puis, la troisième chose qu'on a faite, c'est d'accompagner, comme Huawei l'a fait, de mettre en place une solution qu'on a appelée Be Online, une solution d'éducation à distance qui met ensemble, qui englobe à la fois l'étudiant, mais l'étudiant, c'est bien, tous les papas et les mamans qui sont dans ce call ou dans ce webinaire savent combien c'est difficile de travailler à la maison, de s'occuper de l'école des enfants, etc., etc. Enfin, moi, c'est un vrai casse-tête chinois, quel que soit l'âge des enfants. Et donc, on a mis en place ce Be Online Solution qui répond aux besoins des étudiants, des enfants, mais également des professeurs et des parents. Et là, tout récemment, on vient de lancer une solution qui, pour le coup, englobe tous les matériels informatiques. Vous savez que souvent, les grandes entreprises, au bout de 3-4 ans, changent de matériel informatique parce que elles doivent les renouveler parce que les besoins changent, etc., etc. Et souvent, eh bien, elles vont recycler ce matériel informatique. Eh bien, nous avons décidé de récupérer ce matériel informatique et croyez-moi, au bout de 3 ans, il y a des enfants qui sont ravis de les récupérer, de leur redonner une nouvelle vie pour qu'on puisse les distribuer dans les villages où les enfants, même avec la meilleure volonté du monde, les parents ne sauront pas leur acheter ce matériel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vu la crise mondiale que nous vivons, ce n'est pas les performances économiques des entreprises qui vont être prises en considération, c'est leur contribution à la crise avec les moyens qu'elles ont. Et je pense que plus que jamais, nous comprenons quelle est la valeur et quel est le sens des entreprises technologiques comme les nôtres. Maintenant, Elisabeth Moreno, pardon de vous interrompre. J'ai une question d'une téléspectatrice qui s'appelle Rimwild. Madame Moreno, comptez-vous adapter les prix de vos matériels afin de faciliter l'accès au numérique pour les populations en Afrique? Business as usual ou vous allez faire des efforts? Alors, la réponse est facile, puisque nous avons déjà adapté le prix de nos matériels sur le continent aux besoins ou au porte-monnaie de nos clients sur le continent. Vous vous doutez bien
que quelqu'un qui gagne 100 $ par mois ne pourra pas s'offrir un ordinateur au même prix que quelqu'un qui est aux États-Unis ou quelqu'un qui est en Europe ou j'en passe et des meilleurs. Donc évidemment, non seulement nous avons adapté les prix, mais nous avons aussi produit des matériels qui répondent aux spécificités de l'Afrique. On n'utilise pas un ordinateur dans un village où vous n'avez pas accès à Internet, où vous n'avez pas accès au haut débit, où vous n'avez pas accès à l'électricité, comme on utilise un ordinateur à Berlin ou à Paris. Donc oui, madame, et ça fait partie de nos préoccupations premières. Maintenant, je voudrais quand même répondre à la question que Marie-Françoise m'a posée. Vous savez pourquoi… Oh, pardon, pourquoi? C'est la deuxième fois. Et c'est la deuxième fois, Marie-France, j'en suis désolée. Il n'y a aucun problème. Vous savez pourquoi les Africains sont hyper connectés et pourquoi M-Pesa explose au Kenya? Simplement parce que notre continent, qui est aussi grand que les États-Unis, la Chine, l'Inde et une bonne partie de l'Europe additionnée, avait besoin d'outils de communication pour pouvoir parler aux gens en dehors de nos villes, en dehors de nos villages, parler à nos familles qui sont parties vivre ailleurs, qui vivent sur d'autres continents, à notre diaspora. Et le seul moyen d'y arriver, c'était d'utiliser le téléphone. Et des compagnies comme Orange ont bien compris ça. Et aujourd'hui, il y a des téléphones qui sont adaptés à tous les porte-monnaies. Et donc, ils sont totalement accessibles à tout le monde. Et donc, le téléphone a explosé. Parce que nous aussi, on a le droit de vivre la globalisation. Et concernant le paiement mobile, d'après la Banque mondiale, il y a 1,7 milliard d'adultes africains qui n'ont pas de compte bancaire sur le continent. Mais les 2/3 d'entre eux possèdent un téléphone mobile. Alors, vous ajoutez à cela le fait que 80% de notre économie est informelle et qu'on sait que quand le cash circule de main à main, on sait tout ce que ça peut produire comme difficulté et vous comprenez le succès de M-Pesa. Et nous savons tous que les meilleurs business sont ceux qui répondent à un besoin. Donc, il y a des besoins sur le continent et il y a plein de business à créer qui vont répondre à ces besoins et ils auront autant de succès que M-Pesa ou WeCare. Maintenant, ne nous y trompons pas. Hein. Ce n'est pas parce que 80% des Africains ont un téléphone entre les mains qu'on peut considérer que le continent est digitalisé. Et cette hyper-connexion nous indique que, l'Afrique est prête et elle a le mindset pour embrasser les technologies, parce qu'il ne faut pas oublier que 60% de notre population a moins de 25 ans, et cette génération Y et Z, qui est digital native, qui est tombée dans les technologies dès qu'elle est née, sait comment tirer parti de ces technologies. Il n'y a qu'à voir la créativité qu'il y a au niveau des startups sur le continent. Et Cédric en est un super exemple, mais il vous en parlera mieux que moi. Et parce que l'Afrique est au début de ce processus de transformation technologique et qu'elle n'a pas d'héritage technologique, il n'a échappé à personne qu'on a loupé la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, la troisième révolution industrielle, et j'ose espérer que celle-là ne va pas nous échapper, parce que nous, on peut aller beaucoup plus vite que d'autres pays qui ont un héritage. Et vous savez combien le changement est difficile. C'est difficile pour une grande banque européenne ou américaine d'embrasser ces solutions technologiques de mobile payment parce qu'il y a plein de choses qui ont été construites par le passé. Nous, on est prêt, on a le besoin, on a les clients et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est que 30% seulement des Africains ont accès aux infrastructures basiques qui peuvent leur permettre d'accéder à ces outils et à leurs bénéfices. Simplement parce que beaucoup d'entre eux n'ont accès ni à l'électricité, ni à Internet, ni aux équipements nécessaires pour tirer le meilleur parti de ces technologies. Et ça, c'est vrai partout dans le monde, mais en Afrique en particulier, moins d'1/3 des gens sont connectés à Internet au début. Comment voulez-vous travailler de la maison ou étudier de la maison si votre Internet plante toutes les 2 minutes? C'est juste pas possible. Et le Covid-19 a véritablement mis en lumière ces inégalités et le risque de voir l'Afrique avancer à 2 voire 3 vitesses entre ceux qui peuvent s'offrir le luxe d'avoir accès à l'électricité ou à Internet et ceux qui, parce qu'ils habitent dans des zones rurales, dans des montagnes ou je ne sais où, et qui ont des moyens de subsistance limités, seront totalement exclus. Alors, pensez maintenant au fait que d'ici 2050,
il y aura une explosion démographique en Afrique qui fera du continent la plus grande croissance mondiale et la plus grande population active du monde. Ça peut être une magnifique opportunité à un moment où les talents, où les ressources sont vieillissantes et se raréfient. Et je peux le dire parce que moi, je vieillis, donc il faudra bien que je laisse ma place à un moment ou à un autre. Mais ça peut être un terrible défi si le continent ne se développe pas économiquement, socialement, et si on continue d'avoir des bidonvilles comme ceux de Mogadiscio ou de Nairobi, où vous n'avez non seulement pas accès à Internet, à l'électricité, mais même pas l'eau courante. Et il y a plus d'1 milliard d'êtres humains qui vivent dans ces bidonvilles. Alors à quoi elle va ressembler notre humanité si dans 30 ans, on continue dans ce chemin-là? D'accord, très bien, merci beaucoup. D'où l'intérêt justement de marcher au pas cadencé pour essayer le plus rapidement possible de réduire cette fracture numérique. Madame Medou Badang, je vais vous donner la parole pour savoir un petit peu quelles sont les choses, les dispositifs mis en place par le groupe Orange. Je sais que vous êtes très actif en termes de formation, de montée en compétences sur le continent, etc. Est-ce que vous pourriez peut-être brosser un petit peu les initiatives prises actuellement et peut-être renforcées pendant cette période de pandémie? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, comme le disaient Elisabeth et Philippe, nous avons apporté notre contribution à la gestion de cette crise-là, parce que dans la plupart de nos pays, nous sommes des entreprises de référence. Donc, il nous a semblé naturel et indispensable que dans la gestion d'une crise comme celle-ci, nous soyons exemplaires et accompagnons l'ensemble des parties prenantes. Donc, juste pour donner quelques exemples d'initiatives que nous avons mises en œuvre, nous sommes une des technologies les plus répandues, donc les gens, 80% des populations dans nos pays ont un téléphone. Donc, c'est un vecteur d'information très facile. Donc, nous avons mis cela à la disposition des États pour la sensibilisation, notamment les communications sur les mesures barrières, ainsi de suite. Donc, par exemple, nous avons fait des campagnes de diffusion de SMS dans plusieurs pays, je cite la RCA pour donner cet exemple-là, ou dans certains cas, chaque fois qu'un client téléphonait, avant la sonnerie, il recevait le message sur la sécurité sanitaire qui était posté par les États. C'était le cas, par exemple, au Cameroun, pour citer cet exemple. Nous avons accompagné des soignants de différentes manières. Dans certains cas, nous avons fourni des équipements. La Fondation Orange, par exemple, a dédié un budget de 2 millions d'euros rien que pour l'équipement des centres de santé. Nous avons participé à la construction d'hôpitaux d'urgence. C'est le cas, par exemple, au Sénégal, où il y a un hôpital d'urgence qui a été créé au niveau de l'aéroport. Et donc, nous avons participé à sa création. Nous avons facilité les conditions de communication du personnel de santé dans un certain nombre de pays. Nous avons aidé nos entreprises à s'organiser, à gérer le télétravail. Nos équipes ont organisé des webinars. Nous avons réduit les tarifs d'accès à l'Internet pour la plupart de nos pays, pour la plupart de nos clients. Nous avons, que ce soit les clients entreprises d'ailleurs, ou même les clients du marché résidentiel. Sur Orange Money, par exemple, nous avons, après échange avec les banques centrales, facilité l'utilisation de ce service-là qui permet de réduire les manipulations de cash, qui sont une source de contamination manuportée, comme l'appellent les scientifiques. Donc, dans ce cadre-là, nous avons revu à la baisse ou rendu gratuit un certain nombre de services, les paiements d'eau, d'électricité, paiements marchands, des marchandises ici et là. Donc, partout, nous avons fait en sorte d'aider nos clients, d'aider le personnel de santé, d'accompagner les États dans ces initiatives-là. Ce sont des millions d'euros qui ont été mis en œuvre, qui ont été mobilisés dans les différents pays, dans l'ensemble de nos pays, dans tous nos pays,
des initiatives ont été mises en œuvre. Nous avons, dans le cas, je prends le cas de la Tunisie par exemple, il y a une plateforme d'entraide qui a été mise en place spécifiquement pour la circonstance. Dans un de nos Fab Labs, notamment en Tunisie, nous avons fabriqué des visières pour protéger le personnel de santé. Donc, nous accompagnons nos clients, les populations et les États dans la lutte contre ce Covid. Nous pensons que c'est notre rôle, et c'est notre responsabilité. Maintenant, alors, pour revenir au point sur la... Oui. Je vous écoute, excusez-moi. Voilà, pour revenir aux enjeux de l'accès à tous ces services digitaux, hein, Elisabeth mentionnait des déficits d'infrastructure. On sait qu'on a des déficits dans tous les domaines, que ce soit l'eau, l'électricité, la bancarisation, enfin bref, tous les sujets, on peut les considérer. Nous considérons que nos activités ont les moyens de faciliter l'accès à un certain nombre de services essentiels. Je prends l'éducation, par exemple. Nous avons des partenariats sur l'e-éducation. Nous avons un partenariat avec le CNED, par exemple. Nous avions, avant la crise, des forfaits éducation qui étaient vendus aux populations. Pendant la crise, l'ensemble de nos pays, la plupart de nos pays les ont rendus gratuits. Donc, ils sont accessibles aujourd'hui gratuitement dans l'ensemble de nos pays. Nous avons défini une stratégie multiservice depuis quelque temps hein, pour justement capitaliser sur le numérique pour faciliter l'accès à un certain nombre de services essentiels. C'est le cas notamment du mobile money, mais c'est au cas également de l'énergie dont nous facilitons l'accès par la distribution des kits solaires qui sont payables dans des conditions financières plus intéressantes pour les clients. Donc, nous essayons d'adresser tous ces besoins essentiels autour de l'éducation, autour de la santé, autour de l'inclusion financière et autour de l'inclusion numérique de manière générale. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Atangana, on va quand même parler de WeCareUp, qui est l'application que vous avez développée en début de pandémie, très rapidement, parce que le temps passe très, très vite. Et j'aimerais, avant qu'on termine cet échange, savoir quand même si cette période de pandémie va ouvrir finalement le continent sur de nouvelles opportunités. Donc, peut-être un petit mot d'abord sur l'application WeCareUp et selon vous, quid d'un après Covid-19, Monsieur Atangana? Ok, merci pour la question. Effectivement, on vit un moment inédit de notre histoire. Je vais vous donner un peu la vision. Voilà, je vais vous donner un tout petit peu la vision qu'on porte chez nous à Infinity Space. Vous savez, notre société a été créée, elle est née d'une expérience, je vais dire, très, très painful. Je profite de l'occasion pour encore, je demande toujours pardon à mes frères et sœurs quand j'en parle. Il y a 12 ans exactement, c'était en mai, on a perdu notre papa au Cameroun parce qu'on était allé à l'hôpital, il avait eu un AVC et il fallait payer les frais tout de suite. Et on n'avait pas de technologie comme Orange Money, Mobile Money pour transférer l'argent rapidement à l'hôpital. Donc, mon papa est décédé juste parce qu'on n'a pas trouvé un moyen de ramener l'argent rapidement à l'hôpital. Et il y a encore deux mois, malheureusement, ma petite sœur avait donné naissance à une petite fille qui a eu 1 an il y a pas longtemps. Et on a fait face à la même situation. Je revenais du Cameroun, je suis arrivé en Guinée et elle est tombée malade. Il fallait payer les frais médicaux et on n'a pas pu faire un virement bancaire auprès de notre banque partenaire Alors, excusez-moi, mais le temps file très, très vite. Il faudrait qu'on ait le temps de parler de… J'en viens justement. C'est pour dire que la vision, là, on parle beaucoup de technologie, on a parlé de beaucoup de technologie, mais il faudrait qu'on recentre la technologie, qu'elle soit utilisée à des buts plutôt humanistes. L'humain doit rester au centre de ce qu'on fait, et c'est la vision qu'on porte chez nous. WeCareUp, justement, est né de cette expérience-là, de cette accumulation d'expériences négatives qui est arrivée. C'est une plateforme qu'on a développée. Étant ici à Marseille, vous avez suivi l'actualité avec le professeur Raoult et l'expansion du coronavirus à Marseille. Les hôpitaux ici à Marseille faisaient face à un flux très important de patients.
qui se pointaient à l'hôpital et malheureusement, les capacités de nos hôpitaux restent très, très limitées. Et si c'est vrai ici à Marseille, c'est encore plus vrai à Ngel-Mondouga au Cameroun, c'est encore plus vrai à Nairobi au Kenya et c'est encore plus vrai à Casablanca au Maroc. Donc, on a développé WeCareHub qui est un outil de gestion des flux de patients. Ça fait que désormais, lorsque les patients vont à l'hôpital, au lieu de tous se rendre à l'hôpital en même temps, le but, c'est qu'ils passent par l'application, ils passent en autodiagnostic, qui va les classer dans une catégorie de risques plus ou moins importants et ensuite, il va les aiguiller de façon automatique vers les hôpitaux compétents. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on parle de coronavirus aujourd'hui que les gens ne meurent plus d'AVC, que les autres maladies ont pris les congés. Non, il peut arriver qu'il y ait des gens qui aient à la fois un AVC, un cancer et le coronavirus. Dans un cas de ce type-là, où est-ce qu'on l'envoie? Est-ce qu'on l'envoie dans le centre Covid le plus proche juste parce que la personne a le Covid? Ou alors est-ce qu'on l'envoie dans un hôpital qui ne peut traiter que le cancer et pas le Covid, etc. Donc, la plateforme a pour objectif justement de faire cet aiguillage-là de façon automatique. On a développé une intelligence artificielle qu'on améliore derrière pour pouvoir aiguiller les gens. Ça aide aussi les gouvernements à mieux visualiser les zones à risque parce que malheureusement, le nombre de kits de tests est très, très limité. Même ici à Marseille, déjà avec l'IHU de Marseille, on voit les chiffres tous les jours. Ils sont passés de 3 000 à 4 000 tests par jour. Et on a plus de 75% de ces tests-là qui reviennent négatifs. C'est du gaspillage. Parce qu'aujourd'hui, on teste. Donc aujourd'hui, vous, ce que vous avez proposé, c'est une application qui, en moins d'une minute, vous permet de faire un premier diagnostic. Voilà, c'est ça, un premier pré-diagnostic. Et ensuite, permet aux hôpitaux de pouvoir décider, prendre facilement la décision de faire le test biologique à une personne déjà en connaissant en amont son niveau d'exposition au risque. Donc, au lieu de faire des tests à l'aveuglette, désormais, les hôpitaux peuvent tester en fonction du niveau de risque que l'application aura déjà prédéterminé en amont. On a décidé d'en faire don à tous les hôpitaux dans le monde. On a démarré ici à Marseille et surtout à tous les hôpitaux africains. C'est notre démarche, encore, je disais, la technologie ne doit pas servir simplement à faire du revenu, à être déployée pour être déployée. On a une démarche humaniste, c'est l'humain au cœur de tout. Et on a décidé de porter main forte au corps médical sur le continent africain parce qu'on sait qu'ils ne sont pas aussi équipés que ceux d'ici. Et des outils comme cela pourraient les aider à sauver encore plus de vies. Voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que l'application est disponible à la fois en France, mais aussi dans un certain nombre de pays africains. Et je crois même que vous êtes en pourparlers pour Houston, États-Unis. Hein. C'est ça. L'application est déjà déployée dans 5 pays. Colombie aussi. On a l'Algérie. L'Algérie, ça a été les tout premiers. Vraiment, des équipes vraiment extraordinaires au CHU de Béjaïa et au CHU de Constantine. Il y a le Nigeria. Le Niger, le ministère de la Santé du Niger a été hyper proactif, le Burkina Faso, et en ce moment, on est en train de déployer sur le Cameroun. On a déjà des hôpitaux qui ont adopté la solution et on a pour parler avec des médecins de Bogota. Encore, je disais, on n'a pas forcément la légitimité pour parler de santé aujourd'hui, nous, parce qu'on est des ingénieurs industriels à la base, mais on a travaillé avec beaucoup de médecins. Pendant les 40 derniers jours, on a fait un ensemble de calls avec des médecins, que ce soit ici en France, on a le soutien du professeur Philippe Delorme, qui est directeur du CHU de Rouen, qui nous a beaucoup aiguillé dans la conception du système. Il y a le professeur Fouda, directeur général de l'hôpital central de Yaoundé, et on a eu l'ordre des médecins de Bogota en Colombie, et aussi on a une discussion avec la mairie de Houston aujourd'hui qui est en train d'étudier le déploiement de ces solutions-là. Donc voilà, en 21 jours seulement, comme je disais tout à l'heure, on a réussi, grâce au confinement, je dis grâce au confinement, on a atteint un niveau de capacité d'innovation qui est tellement importante qu'en 21 jours, on a une solution qui est déjà opérationnelle, qui j'espère sera déjà déjà. Merci Cédric pour ce chouette témoignage. On sent que ça fait du bien d'entendre ce que vous vivez concrètement au quotidien, et félicitations pour ces 21 jours d'innovation. Et une bonne transition vers une autre question qu'on peut poser à nos 3 autres intervenants. Comment vous allez faire pour revenir en arrière? Vous avez tout lâché, vous vous êtes engagé, vous avez ouvert les tuyaux, vous avez ouvert la bande passante, vous allez donner du matériel. Comment allez-vous revenir en arrière? C'est quoi les opportunités pour la suite? Philippe Wang, quelles sont les opportunités pour Huawei après cette crise? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que moi, je considère que ce ne sont pas des opportunités, plus ce sont des challenges. C'est des challenges avec une responsabilité engagée. Je vois les choses dans ce sens-là.
Parce que, vous voyez, c'est plus que de créer des opportunités pour Huawei, pour des autres groupes internationaux ou pour les startups très innovants. Cette crise va permettre au continent africain d'accélérer sa transformation digitale. Et je considère que le confinement, c'est un moyen d'apprentissage digital pour la population, forcé. Donc, c'est pendant ce temps-là, les gens vont vraiment besoin d'être connectés. Donc, le moyen le plus efficace, ça sera via la digitalisation. Donc c'est comme je vous l'ai dit, Huawei, nous sommes présents dans tous les pays africains et on est impliqué dans différents niveaux de la vie sociale, économique. Donc, on est forcément, c'est un des majeurs acteurs avec nos partenaires pour répondre à ces besoins. Donc, ça, c'est une tendance, on peut voir, et ça se réalisera très vite. C'est en tant que partenaire de ce continent, nous serons là pour accompagner la population dans cette transformation. Je vous donne 2 chiffres, peut-être ça va vous étonner. En Afrique, à partir de mi-mars, à partir de mi-mars, nous avons connu une croissance importante de la consommation de data jusqu'à 63% dans certains pays. Par exemple, l'Afrique du Sud. Et en moyenne, nous estimons cette hausse plus de 30% de la consommation de data. Donc ça, c'est vraiment une tendance, correspond à un changement de vie quotidienne. Et en plus, nous sommes conscients de l'épidémie demande une accélération de la numérisation des services pour des demandes en particulier. Par exemple, la santé qu'on a discuté, l'éducation, la gouvernance urbaine pour mieux gérer la situation en cas de crise ou pour une vie plus adéquate. Donc tout ça, on voit des demandes. En plus, les décideurs, ils commencent à réfléchir sérieusement avant l'épidémie. Tout ça, ce sont des sujets à discuter. Maintenant, ça peut devenir des projets. Donc, vous voyez, quand la demande est là, et nous avons une responsabilité engagée. Donc, comme Romain m'avait posé la question, est-ce qu'on va reculer? Je pense que non, c'est pas possible de reculer. Une fois qu'on a cette conscience, on va avancer plus vite qu'avant. Donc c'est voilà. Merci beaucoup, Monsieur Wang. Peut-être la même question très rapidement à Madame Moreno et à Madame Medou Badang avant de conclure. Madame Moreno. Faire vite. Oui, très vite. Je promets de faire vite. Le temps est déjà terminé. D'accord. Moi, je crois que derrière chaque défi, chaque challenge, il y a une opportunité. J'y crois. Et l'opportunité qui me tient le plus à cœur, c'est celle de l'éducation. L'éducation est une vieille grand-mère qui nous apprend comment il faut grandir, comment il faut se développer, comment il faut apprendre. Mais c'est une grand-mère qui a beaucoup de mal à bouger, à changer, à accepter les nouvelles choses, etc. Et je crois que le Covid-19 a accéléré la transformation digitale dans le secteur de l'éducation. Et le fait de pouvoir donner accès, l'Afrique, avec le boom démographique que nous avons, nous n'avons pas les moyens de construire suffisamment de classes et d'employer suffisamment de professeurs pour apprendre à tous nos enfants qui sont en train de naître. Et la naissance en Afrique, c'est quelque chose de précieux. Donc, il faut donner le moyen à tous les jeunes Africains d'apprendre. Et grâce aux nouvelles technologies, vous pouvez vous trouver au fin fond du Cameroun ou au fin fond du Cap-Vert ou au fin fond de Lagos et avoir accès aux meilleurs professeurs du monde entier, qu'ils soient à Harvard, qu'ils soient à Paris ou j'en passe et des meilleurs. Donc, ma plus belle bataille, et ça, il faut bien qu'il y ait quelque chose de positif qui sorte de ce Covid-19, c'est ce changement des mentalités sur les possibilités qu'offrent les technologies au secteur de l'éducation pour les étudiants, pour les professeurs et pour les parents. Vous voyez, merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Medou Badang. Le mot de la fin. Écoutez, je vais poursuivre dans la logique d'Elisabeth. Au-delà de l'éducation, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre d'usages digitaux qui ont été créés et on ne reviendra pas en arrière. Notre enjeu aujourd'hui, notre ambition a toujours été
d'être un partenaire de la transformation digitale. Donc, on voit aujourd'hui que cette transformation digitale est inéluctable, elle est indispensable si on veut assurer la satisfaction d'un certain nombre de besoins essentiels. Donc, évidemment, cette stratégie de multiservice que nous avons mise en place, nous allons l'accélérer. Nous allons accélérer le mouvement parce qu'on se rend compte que dans la gestion d'une épidémie comme celle-ci, la dématérialisation est un atout formidable, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les activités financières. Mais tout ça, à la base, effectivement, il faut que les clients soient connectés. Donc, pour nous, la réalité de l'enjeu de la transformation digitale a été révélée par cette crise-là. Il s'agit aujourd'hui d'en tirer tous les enseignements et de faire en sorte d'accélérer au maximum ce mouvement-là dans l'intérêt inclusif de toutes les parties prenantes. Alors effectivement, il aurait été intéressant de voir aussi peut-être ce que vous attendez des pouvoirs publics, de quelle manière le secteur privé et les acteurs du secteur public peuvent travailler ensemble pour une meilleure justement digitalisation du continent. On a aussi beaucoup de questions qui nous sont remontées des réseaux sociaux, mais malheureusement là vraiment on a été un peu pris par le temps. Donc le débat reste ouvert de toute façon. Je vais en profiter pour vous remercier tous, remercier Romain également et transmettre la parole à Delphine Chen, donc qui va faire un petit mot de conclusion. Merci à tous. Merci Marie-France. Merci à vous. Et merci à tous. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire. Et je pense que ça serait l'occasion peut-être d'une autre émission, car le sujet finalement est au cœur de la crise et au cœur, bien sûr, du développement du numérique. Ce qu'on s'est dit quand même, c'est que les groupes en fait, étaient là, avaient fait un gros travail pour maintenir la qualité de service face à un débit qui a vraiment augmenté de manière exponentielle. Donc, vous avez dû faire face à cette obligation de qualité de réseau et de dans des contextes très difficiles. Donc, la continuité de service. Ensuite, on voit bien que vous êtes des acteurs engagés sur le terrain, engagés avec différentes solutions, que ce soit des solutions technologiques via des plateformes, que ce soit des solutions financières via des réductions sur les coûts du matériel ou des fonds de dotation. Donc, tout ça, on voit bien que pendant toute la crise, eh bien, les grands groupes ont essayé de faire face. Toutefois, on voit bien qu'il y a quand même encore cette fracture numérique, une fracture numérique qui, je dirais, étant, il y a quand même d'un côté, comme vous le disiez, un mindset incroyablement ouvert au numérique avec une population très jeune et de l'autre côté, un problème persistant d'infrastructure. Et donc, on voit bien qu'on est dans un moment où finalement, il y a une bascule pour avoir une nouvelle vision du numérique en Afrique qui soit plus endogène, qui soit plus vive. Et je reprendrai et je ferai les liens donc avec ma conclusion, avec le mot d'Elisabeth sur l'éducation. Bien sûr, l'éducation, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et ça sera d'ailleurs le thème de notre prochaine émission qui aura lieu le 19 mai sur le thème en fait de l'Europe dans le cadre donc de la crise du Covid. Qu'est-ce que fait l'Europe pour l'Afrique et plus concrètement ce que fait l'Europe en matière d'éducation. Voilà, donc je vous remercie vraiment très chaleureusement et donc je vous donne rendez-vous à tous le 9 mai pour la prochaine émission sur l'Europe. Merci beaucoup, à bientôt.